Bonjour, je suis Dr Paul Simard, psychologue, et aujourd'hui dans le Psychoctober du 17 octobre, nous allons parler du deuil. Je vous rappelle que le Psychoctober est un défi qui consiste à faire une vidéo par jour et tous les jours du mois d'octobre sur des thèmes divers et variés de la psychologie. Je m'en viens assez habile à faire le résumé. Et vous pouvez joindre le Psychoctober si vous voulez en mettant le hashtag sur une publication écrite aux vidéos reliées à la psychologie. Donc c'est parti. Le deuil, le deuil. Comment considérer le deuil? Mais je vais commencer par une chose que j'entends souvent, que j'aime à démystifier pour ma part quand je reçois des clients, et c'est qu'est-ce qui nous indique qu'on a résolu un deuil. J'entends souvent les gens dire, bon, ben, j'ai accepté que la personne est décédée, ou j'ai accepté que le partenaire amoureux est parti, ou tout ça, donc c'est correct. Mais c'est, à quelque part, ça, c'est un rapport avec un objet extérieur. Donc, c'est une acceptation extérieure qui symbolise davantage soit un lâcher-prise ou une résignation. Moi, j'aime bien concevoir le deuil, qui est un processus interne, en termes de résolution également interne. C'est-à-dire que ça sera l'acceptation de soi qui permettra de le résoudre. Acceptation du fait que oui, ça me fait de la peine, oui, ça me manque, oui, c'est difficile. Lorsque la personne peut commencer à aborder ce chemin-là à l'intérieur d'elle, on peut dire que le deuil est résolu. Revenons maintenant à des bases sur comment aborder le deuil. Il y a quelques années, il y a eu des modèles très populaires sur le deuil qui présentaient 5 phases du deuil. Il y avait d'abord le déni, ensuite la tristesse, ensuite le marchandage, la colère et l'acceptation. Aujourd'hui, dans l'état actuel, comment le deuil est présenté, on conçoit davantage ça comme étant une spirale qui évolue avec le temps. Donc, on pourrait dire que dans les premiers temps du deuil, il y a une phase de désorganisation qui va arriver et que la seconde phase sera une phase d'organisation. Dans la phase de désorganisation, la personne peut en effet commencer par le déni, dire non, déni ou opposition, en fait, face au deuil. Donc, il y a un refus. Refus de la blessure, refus du changement, refus de la perte. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui dit non, non! Donc, qui s'oppose fortement parce que ça fait trop mal. Et c'est tout à fait normal pour un organisme vivant de ne pas vouloir perdre des choses acquises ou de perdre des choses qui font du bien ou qui sont précieuses. Et normalement, la deuxième étape qui était présentée dans les modèles d'origine, c'était celle de la tristesse. On pourrait dire que la tristesse, en fait, c'est lorsque la personne arrête de s'opposer à l'extérieur, c'est non, 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 je veux pas, et qu'elle commence à faire un chemin vers l'intérieur de soi. La tristesse, comme je l'ai présenté dans plusieurs de mes vidéos, est un signal d'alarme qui nous informe d'un besoin, c'est le besoin de ne pas perdre quelque chose de précieux. Sauf que si la chose précieuse, la relation précieuse, l'animal domestique qui est parti, ben en effet, c'est triste, c'est difficile. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est difficile, ça va me manquer. Et dans les modèles plus récents, on ne se limitera pas seulement à concevoir ce moment-là là, comme étant un moment de tristesse. Parce que lorsqu'on commence à faire le chemin vers l'intérieur, il est possible que toutes les émotions, en fait, se chamboulent. Parce qu'un deuil, ça peut être un choc. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins touchées, qui vont pouvoir résoudre leur deuil assez rapidement, accepter qu'est-ce que ça leur fait, ou passer par-dessus, en fait, et ne pas ressentir. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, le choc émotionnel, lui, qui est bien réel, peut combiner à la fois de la colère, du dégoût, de la surprise, toutes les émotions mélangées ensemble, et tout ça peut être à fleur de peau. Donc c'est un état de grande fragilité parce qu'il y a une désorganisation de la personne dans ce qui était habitué de se connaître elle-même. Là, tout d'un coup, à l'intérieur de soi, c'est tout est mélangé. Donc cette phase de désorganisation-là, si on veut l'aider à passer à travers, on n'a seulement qu'à utiliser la première clé du langage émotif, c'est-à-dire l'accueil. Si je ressens quelque chose et que je peux lui dire oui, oui, je lui laisse de la place, bien, je vais pouvoir lui laisser jouer son rôle.
Si je suis triste parce que l'élément qui me manque, qui me fait de la peine est parti, eh bien c'est sûr que la tristesse va pouvoir mettre en évidence le besoin de prendre soin des choses précieuses. Et si je m'engage moi-même à bien souligner dans ma vie de tous les jours qu'il y a des choses précieuses qu'il ne faut pas que je passe à côté, entre autres en m'occupant bien des relations interpersonnelles qui restent, en prenant soin des projets, des activités qui sont chères ou qui permettent de s'épanouir, mais l'émotion pourra trouver un sens, pourra être guidée dans le sens de l'acceptation des besoins. Mais avant qu'il soit accepté de manière claire et définitive, les modèles d'origine parlaient de marchandage. Au plus creux de la crise du deuil, il y avait une espèce de marchandage. Et ce qu'aujourd'hui, on aime bien concevoir davantage en termes de crise identitaire. C'est-à-dire que les personnes peuvent dire des choses comme « Ouais, mais si, ouais, mais si seulement j'avais dit ça. Ouais, mais si j'avais attendu. Mais si j'avais, puis là, si, genre, ah, peut-être que si je la... Vous comprenez le principe, c'est que si elle commence à négocier à l'intérieur d'elle des choses, elle commence à faire des calculs, sous-peser des options, c'est que quelque part, la personne est, ou avec une personne, un deuil amoureux, qu'elle essaie de la reconquérir à travers différents gestes, c'est une sorte de marchandage à ce moment-là. Et il est possible que ce soit un tremplin, en fait, dans le cas des anciennes relations amoureuses, pour réouvrir vers une reprise de l'amour, tout ça. Mais si la personne est partie définitivement et que c'est clair, ben, les tentatives de marchandage, de négociation peuvent symboliser que la personne est dans la crise identitaire. Pourquoi on dit que c'est une crise identitaire? Eh bien, parce que la personne est à l'entrecroisement de la phase de désorganisation et de celle d'organisation. Et pour pouvoir franchir ce cap-là, elle va devoir commencer à revisiter qu'est-ce qu'elle a comme priorité, qu'est-ce qu'elle est comme personne. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite distinction là, entre 4 lieux identitaires. Les avoirs, qui sont très loin, le faire, le paraître et l'être à l'intérieur. L'expression dit être heureux, hein, d'ailleurs, c'est à l'intérieur. Donc, et plus ça sera loin, plus la personne avait, avant le choc, son identité loin d'elle, plus ça sera facilement chamboulable, en fait, et difficilement stabilisable. Si je tiens quelque chose à bout de bras avec beaucoup de poids, ça sera beaucoup plus difficile de le tenir. Mais si je le tiens proche de mon corps, ben voilà, la sensation de poids est beaucoup moins difficile à porter. C'est un peu la même chose. Les avoirs, le faire, l'agitation, les gestes, l'action, l'action mentale aussi là-dedans, le paraître, je veux pas que les autres pensent que, l'apparence, le jugement des autres, et être. L'identité, lorsqu'elle est fondée sur être heureux, être en contact, éprouver qu'est-ce qui se passe, permet de restructurer la personne en fonction de la réalité. Plutôt que que la personne soit arrangée comme ça. Ça, c'est ce que je voudrais, mais ça, c'est mes besoins réels. Puis là, je marche comme ça dans la vie en disant « Ah, maudite gravité, va chier! » On n'a pas besoin d'accuser la gravité lorsqu'une personne est déstabilisée comme ça. Il faut seulement axer ensemble les désirs, qu'est-ce que la personne veut dans la vie et ses besoins réels. Donc, dans cette crise-là de réajustement, il pourrait y avoir toutes sortes de négociations internes. La personne pourra faire des tests, en fait, aux différents paliers. Elle va tester, par exemple, de s'acheter un bateau. Est-ce que je suis mieux avec un bateau? Non, finalement, non, pas plus heureux que ça. OK, ben, je vais essayer de commencer le tir à l'arc. Mais dans l'activité du tir à l'arc, ben, finalement, non, pas très heureux. Ben, je vais essayer de faire des concours de mannequinat, donc l'apparence, ou je vais essayer de devenir conférencier, donc l'apparence, ou je vais essayer de finalement vérifier qu'est-ce que j'ai besoin pour de vrai. Et souvent, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a besoin pour de vrai, c'est les sensations brutes qu'il porte. Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai les épaules crampées? Est-ce que c'est souple? Est-ce que je peux m'ajuster? C'est ce qui va d'habitude conduire assez rapidement là, vers une clarification de l'identité. Mais à ces sensations physiologiques-là, on va combiner l'accueil émotif, comme je disais tout à l'heure. Donc oui, je ressens telle chose. Oui. C'est dommage, là, mais oui, je me sens triste. Ou oui, je suis en colère. Ah! Mais et lorsqu'on apprend à lui laisser de la place, on va pouvoir aménager à l'intérieur de soi
une espèce de nouveau sentier. C'est ça, ce sentier-là, à l'intérieur de soi, qui est l'identité ou la connaissance de soi. Lorsqu'une personne se connaît et qu'elle est bienveillante envers elle-même, qu'elle ne va pas s'attaquer, se dénigrer ou se juger elle-même, parce que s'il y a un jugement, il va y avoir une exécution d'une sentence avec un bourreau interne, sous forme de culpabilité excessive et tout ça. Donc, et si la personne est bienveillante envers elle-même et qu'elle apprend à se connaître, eh bien, il va y avoir un sentier qui va pouvoir se tracer, on peut dire, à l'intérieur d'elle. Et de ce sentier-là, de la connaissance de soi, pourra émerger autant d'habileté qu'une compétence extérieure. Si vous êtes bon dans votre travail et que vous le faites depuis plusieurs années, vous avez appris en cours de route toutes sortes de raccourcis à gérer dans l'environnement. Mais moi, j'aime bien dire aux gens que c'est aussi riche dans cette direction-là que dans cette direction-là. Suffit d'apprendre à connaître, c'est quoi le langage interne, qu'est-ce qu'il y a à regarder en fait. Encore une fois, ce qu'il y a à regarder principalement, c'est les tensions. Est-ce qu'il y a des vagues émotionnelles, des chocs qui sont présents. Et si on peut juste leur commencer par leur laisser de la place. Plutôt que de lutter contre, ça c'est le déni, la première phase d'entrée, le choc. Là. Donc pour faire le pont entre le déni et l'acceptation de soi, eh bien on a juste à travailler avec la réalité. Pour de vrai, je suis rendu où? Pour de vrai et bienveillance, prendre soin. La crise identitaire, lorsqu'elle peut se structurer à ses débuts, va être fragile, bien sûr. Donc, il est possible qu'il y ait à nouveau des éléments de choc émotionnel, comme par exemple les dates anniversaires, les moments particuliers passés avec l'être ou l'animal cher, qui refont surface et qui rebousculent à nouveau. C'est sûr, l'identité est en train de se restructurer autour des nouveaux enjeux. Et si la personne est indulgente envers elle-même, qu'elle peut se permettre comme une spirale de revisiter plusieurs fois les différents enjeux de choc et de structuration identitaire, et qu'elle ne panique pas en s'opposant lorsque la désorganisation revient un peu se présenter, bien, tranquillement va se réinstaurer un climat de paix, et particulièrement lorsque la personne pourra en venir à s'accepter elle-même, dire oui. À partir de maintenant, ça fait partie de ma vie d'avoir une sensibilité sur ce sujet. Oui, je suis sensible. Oui, ça fait mal. Et je m'en occupe. Je vais en prendre soin. Et je vais m'entourer de personnes qui peuvent prendre soin avec moi. Donc, vous voyez que l'acceptation de soi touche beaucoup de choses lorsqu'il vient le temps de traiter des enjeux émotionnels. Parce que c'est une assise, en fait, une assise qui doit se remodeler constamment, qui fluctue en fonction des besoins internes réels et en fonction de qu'est-ce qui va se passer, parce que ça, une vague extérieure, une situation de crise extérieure peut me chambouler à l'intérieur. Mais plus j'aurai de connaissances de soi, plus j'aurai d'habileté à prendre soin de soi, ben, ça fera que la personne, comme j'aime bien l'expliquer dans mes vidéos, là, est capable de faire preuve de discernement. Où est la blessure? Est-ce que c'est des choses à changer dans l'environnement? Ou est-ce que c'est des choses à prendre soin à l'intérieur de soi? Pour pouvoir travailler l'acceptation de soi en psychothérapie, moi, j'utilise plusieurs techniques. En fait, il y a des techniques qui peuvent être des techniques d'impact ou des techniques assez dans l'action vive pour pouvoir commencer à explorer le chemin à l'intérieur de soi, de la connaissance de soi. Mais lorsque la connaissance de soi est assez bien entamée, on peut passer à des exercices de pleine conscience, d'acceptation. Des exercices de pleine conscience servent en fait à ramener la tête, là, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est axé comme ça, là, à ramener la tête sur le même axe que dans celui des besoins réels. Plutôt que d'appeler ça pleine conscience, moi j'aime bien appeler ça pleine attention. C'est-à-dire qu'en amenant notre attention sur les besoins réels et en étant pleinement attentif à qu'est-ce qui m'arrive là, pour de vrai. Comment ça se fait que j'endure ça maintenant encore, alors qu'un petit réajustement peut faire mon bas de dos est beaucoup plus libre maintenant. C'est un exemple simple avec les douleurs physiques avec le dos. On peut le faire également avec les élans émotifs. Lorsque les personnes sont dans la crise en fait identitaire et que les émotions sont dans le choc émotif, là, que ça s'en va dans toutes les directions, moi ce que j'aime bien expliquer aux gens, j'aime utiliser une technique qui s'appelle la diffusion.
dans lequel je vais leur demander d'identifier un titre à l'habitude mentale qui leur arrive ou à la vague émotionnelle qui arrive. Pourquoi je leur demande de faire un titre? C'est pour pouvoir circonscrire à quelque part le phénomène émotif qui est en train de leur arriver. C'est pas n'importe quoi qui est en train d'arriver, c'est cette affaire-là. Et de trouver un titre, de mettre ça en tableau, de réussir à trouver un titre qui résume l'histoire qui est en train de se passer, permet de boucler ça. D'ailleurs, si je vous dessinais ça, c'est quoi ça? Si vous aviez à dire, c'est l'image de quoi? Oui? Ah, ok, vous pensez que c'est ça? Bon, ben, en fait, c'est 4 lignes, comme vous voyez. Puis votre cerveau est capable de réarranger ces 4 lignes-là en se disant, ben, c'est soit une montagne, c'est soit un triangle, et c'est soit... L'esprit peut réorganiser ça pour essayer de boucler l'espace qu'il y a là et de projeter dessus un contenu imaginaire. C'est une propriété du cerveau, en fait, qui, lui, veut du connu. Le cerveau essaie de réarranger les choses pour avoir du connu. Et lorsqu'il a des trous, il essaie de patcher les trous manquants. Mais on pourrait dire que c'est une sorte de sécurisation neurologique pour que la personne puisse sentir qu'elle maîtrise les choses, qu'elle reconnaît qu'est-ce qui se passe. En trouvant un titre à une expérience émotive qui nous chamboule, ça fait un peu l'équivalent. C'est-à-dire que ça va boucler l'expérience, un peu comme le titre d'un film. J'écoute un DVD, puis le DVD il me parle de cette histoire-là. Donc peut-être que la personne pourra, lorsqu'elle est dans le choc, qu'elle ne se sent pas bien, se dire bon, ben, tout allait bien un matin, mais là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Elle est envahie par les difficultés qui lui arrivent. Mais déjà, de pouvoir dire qu'est-ce qui m'arrive, ok, c'est encore une fois, c'est le film de la montagne catastrophique là, et la perte de mon être cher. Et commencer à se reconnaître elle-même à travers des patterns qui sont plus restreints et non pas seulement des tempêtes dans toutes les directions à la fois. Bien sûr, développer ces espèces d'habiletés-là à reconnaître ces patterns, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on le fait dans le cadre d'une psychothérapie avec une personne qui nous accompagne là-dedans. Parce que la personne qui nous accompagne va pouvoir dire, ben, fais attention à telle chose, je te suggère d'utiliser telle chose-là. Parce que la personne qui est dans le milieu de la crise a de la difficulté à trouver des repères. Et c'est ce que moi, comme psychologue, j'essaie de faire avec les gens. J'essaie de servir d'assistant pour qu'eux-mêmes puissent développer leur habileté à se connaître eux-mêmes. Et la relation thérapeutique est un lieu de sécurité, un lieu de confiance. Et c'est bien sûr que des personnes qui, en cours de route, lorsqu'ils cheminent, peuvent éprouver beaucoup de difficultés ou peuvent se blesser. On pourrait dire, si l'escalade est un sport extrême à l'extérieur et qu'il y a des risques de blessures physiques, bien, la connaissance de soi aussi implique à quelque part de toucher à des blessures à l'intérieur de soi. Mais est-ce que c'est important qu'on fasse ce chemin-là pour aller mieux? Moi, je crois que oui. Donc, il est possible que ça soit inconfortable, que pendant le travail que la personne fait sur la connaissance de soi, sur la structuration de son identité nouvelle, ça lui fasse mal. Ça se peut qu'elle sente le vide à l'intérieur d'elle. Oui. Et c'est pour ça que ça doit se faire de manière respectueuse et de manière progressive. On ne peut pas résoudre un deuil d'un coup comme ça, parce que la santé, moi j'aime bien la comparer à une tisane, pour dire qu'il faut que ça diffuse tranquillement à l'intérieur de la personne. On ne peut pas de force entrer de la santé. Donc, c'était les points essentiels que je voulais vous mentionner rapidement sur le deuil. J'aimerais connaître pour votre part là, comment vous utilisez le deuil, comment vous réfléchissez les éléments de deuil de votre côté. S'il y a des étapes qui vous semblent clés que j'aurais peut-être omis, qui pourraient aider les gens qui vont écouter les vidéos, qui vont voir en commentaire. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez participer au défi Psychoctober si vous voulez, et c'est le 17e sur les 31 vidéos. J'attends également des suggestions pour les prochains thèmes des autres Psychoctober. Pardon. Et sur ce, c'était le Dr Paul Simard, psychologue, et je vous dis à demain!